47 signatures et tout bascule en 48 heures. Le 28 décembre 2025, Vladimir Poutine scelle avec 47 dirigeants africains un pacte de défense et de développement présenté comme plus qu'un symbole. Obligations militaires concrètes, livraison rapide de systèmes S-400 vers 12 capitales et promesse de formation russe pour plus de 800 000 soldats avec transfert de technologie et appui à l'industrialisation, tandis que des banques chinoises transfèrent 18 milliards de dollars à l'Union africaine en 96 minutes. Que change ce pari quand Ibrahim Traoré s'y engage aussi? Les conséquences, elles, arrivent déjà. Ce récit promet de clarifier ce qui est réellement en jeu derrière l'annonce spectaculaire du pacte russo-africain, au-delà des déclarations politiques et des effets d'annonce. En moins de 12 minutes de lecture, le lecteur comprend ce que ce basculement signifie concrètement pour la souveraineté, la sécurité et la capacité de décision des États africains. L'enjeu central n'est pas seulement le choix de nouveaux partenaires, mais la redéfinition des règles implicites qui structuraient jusqu'ici les relations entre l'Afrique, l'Occident et les puissances émergentes. Pour les dirigeants signataires, dont Ibrahim Traoré, le pari consiste à échanger des décennies de dépendance conditionnelle contre des engagements présentés comme respectueux de l'autonomie nationale. Mais cette promesse s'accompagne de risques mesurables, nouvelles obligations stratégiques, exposition accrue aux rivalités de blocs et capacité réelle des institutions africaines à absorber financement, équipement et transferts technologiques sans créer d'autres formes de vulnérabilité. Ce sont ces lignes de fracture, souvent invisibles au premier regard, que cette analyse met en lumière. En moins de 48 heures après la signature, des effets tangibles sont signalés sur plusieurs leviers clés. Des livraisons militaires russes vers 12 capitales africaines et un transfert financier annoncé de 18 milliards de dollars vers l'Union africaine illustrent la rapidité d'exécution revendiquée. Ce tempo accéléré sert de mini-révélation. Le pacte n'est pas présenté comme une simple déclaration d'intention, mais comme une architecture opérationnelle pensée pour produire des résultats visibles avant toute contestation diplomatique structurée. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît comme celui d'un symbole politique plus large que le Burkina Faso. Son positionnement s'inscrit dans une séquence où plusieurs États africains affirment vouloir rompre avec des partenariats jugés asymétriques en privilégiant des accords sans conditionnalité politiques explicites. Le discours met en avant la souveraineté décisionnelle, la sécurisation territoriale et la valorisation locale des ressources, trois thèmes récurrents dans les interventions publiques liées au pacte. Le contexte historique éclaire cette inflexion. Depuis des décennies, les coopérations sécuritaires et économiques avec l'Occident étaient mais souvent associées à des contraintes institutionnelles, budgétaires ou politiques. Le nouveau cadre russo-africain est présenté dans le contenu source comme une alternative directe à ce modèle fondé sur des engagements bilatéraux rapides et une coordination continentale renforcée. Cette promesse explique l'adhésion rapide de 47 pays malgré la diversité de leurs trajectoires politiques et économiques. La question centrale devient alors moins celle de l'annonce que celle de la soutenabilité. Cette dynamique rapide peut-elle s'inscrire dans la durée sans créer de nouvelles dépendances structurelles? Dans les premières semaines suivant l'annonce, certains effets sont décrits comme immédiats sur le plan sécuritaire. La livraison de systèmes de défense et le lancement de programmes de formation militaire sont présentés comme des signaux destinés à rassurer les gouvernements signataires face aux menaces extérieures et aux instabilités internes persistantes. Cette phase initiale sert de démonstration de crédibilité, en montrant que les engagements annoncés
peuvent se traduire en actions visibles sans délai prolongé. Ibrahim Traoré est régulièrement cité comme une figure incarnant cette bascule, non par son poids économique, mais par la portée symbolique de sa posture politique. Son discours s'inscrit dans une logique de rupture assumée avec les cadres antérieurs, mettant en avant la capacité des États africains à choisir leurs alliances selon leurs priorités propres. Cette visibilité renforce l'effet d'entraînement en donnant un visage identifiable à un mouvement pourtant collectif. À court terme, l'impact le plus souvent évoqué concerne la perception du risque. Pour certains États, l'accès à des équipements de défense et à un appui militaire extérieur est présenté comme un moyen de dissuasion susceptible de modifier les calculs des acteurs régionaux et internationaux. Dans le même temps, cette évolution soulève des interrogations sur l'équilibre interne des forces et la capacité des institutions à encadrer ces nouvelles ressources. Autrement dit, ce pacte ne reste pas abstrait. Il commence déjà à reconfigurer les rapports de force. Avant la signature, les relations entre de nombreux États africains et leurs partenaires traditionnels étaient caractérisées par une coopération sécuritaire fragmentée et des financements conditionnés à des réformes politiques ou économiques précises. Les accords existaient, mais leur mise en œuvre était souvent lente, soumise à des arbitrages extérieurs et à des calendriers qui échappaient largement aux gouvernements locaux. Cette situation nourrissait un sentiment de dépendance structurelle particulièrement visible dans les domaines de la défense et des infrastructures. Tout s'active avec l'annonce publique du pacte russo-africain. La séquence est pensée pour frapper rapidement. Communication coordonnée, mise en avant d'un nombre élevé de signataires et promesses d'actions concrètes dans des délais très courts. La présence de dirigeants comme Ibrahim Traoré dans cette dynamique renforce l'idée d'un front commun capable de dépasser les logiques bilatérales habituelles. À ce stade, le message est clair. Il s'agit moins de négocier que de démontrer une capacité collective à agir. La tension maximale se situe dans les heures et jours qui suivent. Les annonces de livraison de systèmes de défense vers plusieurs capitales africaines et le transfert financier massif en direction de l'Union africaine servent de preuves opérationnelles. Cette accélération crée un effet de surprise, en particulier pour les acteurs internationaux, habitués à des processus décisionnels plus lents. Le rythme devient un outil stratégique, réduisant l'espace de réaction et de contestation immédiate. Les premières répliques apparaissent presque simultanément. Sur le plan diplomatique, le pacte est interprété comme un signal de réalignement potentiel à l'échelle du continent. Sur le plan interne, les gouvernements signataires doivent gérer des attentes élevées, tant en matière de sécurité que de développement économique. Cette phase révèle déjà une tension. Plus les promesses sont rapides et visibles, plus la pression pour des résultats durables s'intensifie. Dans cette chronologie resserrée, le pacte fonctionne comme un catalyseur. Il ne crée pas à lui seul les aspirations à la souveraineté, mais il les condense en une séquence lisible où chaque étape alimente la suivante. L'événement, le geste et la conséquence s'enchaînent sans pause prolongée, laissant peu de place au retour en arrière. Avant le pacte, les coopérations sécuritaires africaines reposaient majoritairement sur des appuis fragmentés, étalés dans le temps et dépendant de procédures longues. Après l'annonce, le contraste mis en avant est celui d'une exécution condensée conçue pour produire des écarts visibles entre l'avant et l'après. Ce passage de la situation de départ à l'écart créé par l'accord constitue l'argument central du récit. Ce qui change n'est pas seulement l'orientation politique, mais la vitesse et l'ampleur des moyens mobilisés. Un premier indicateur est cité avec 12 capitales africaines concernées par des livraisons de systèmes de défense. La couverture géographique élargie
vise une dissuasion collective, pas strictement nationale. Ce chiffre sert à suggérer un saut qualitatif par rapport à des coopérations antérieures, souvent limitées à quelques États pilotes. Il renforce l'idée d'un dispositif pensé à l'échelle continentale, même si la diversité des contextes sécuritaires reste marquée. Un deuxième indicateur est mis en avant avec 18 milliards de dollars transférés vers l'Union africaine. L'ampleur financière cherche à crédibiliser immédiatement la promesse de développement. Dans le récit, ce montant fonctionne comme une preuve de capacité, opposée au financement conditionnel et échelonné du passé. Il alimente la perception d'un changement de rapport de force financier où l'Afrique disposerait de marges de manœuvre plus larges pour définir ses priorités. Un troisième indicateur est évoqué avec plus de 800 000 soldats concernés par des programmes de formation. La montée en compétences militaires est présentée comme un socle d'autonomie stratégique. Ce chiffre suggère un effet de masse, destiné à transformer non seulement des unités d'élite, mais l'ensemble des forces armées sur le long terme. Il sert aussi à projeter une image de puissance collective, capable d'influencer les calculs régionaux et internationaux. Ces données, bien que limitées en nombre, structurent la narration autour d'un contraste net. Avant, des engagements diffus et progressifs. Après, des actions rapides, quantifiées et synchronisées. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des dirigeants qui utilise ces chiffres pour soutenir un discours de rupture, en insistant sur la mesurabilité des engagements plutôt que sur leur seule portée symbolique. Cependant, l'analyse de l'écart créé ne se limite pas à l'effet d'annonce. La question de l'absorption réelle de ces ressources reste centrale. Des financements importants exigent des capacités administratives, des mécanismes de contrôle et une coordination régionale solide. De même, des formations militaires à grande échelle supposent une intégration doctrinale et institutionnelle cohérente, sans quoi l'effet quantitatif peut se diluer. Ainsi, les chiffres jouent un double rôle. Ils matérialisent une accélération et servent de levier narratif pour affirmer un changement d'époque. Mais ils ouvrent aussi un champ d'incertitude. Plus l'écart entre la situation de départ et le changement affiché est important, plus la gestion de cette transition devient un enjeu critique. Un premier argument critique avancé face au pacte concerne le risque de dépendance déplacée. Selon cette lecture, rompre avec des partenariats occidentaux conditionnels pour s'appuyer fortement sur la Russie et la Chine ne supprime pas la dépendance mais en change simplement la source. Les engagements militaires, financiers et technologiques, aussi rapides soient-ils, pourraient créer des obligations durables, difficiles à renégocier si les intérêts divergent à moyen terme. Dans cette perspective, l'autonomie affichée serait fragilisée par la concentration des appuis extérieurs sur un nombre limité de partenaires. Un second argument met l'accent sur la capacité institutionnelle. Les critiques soulignent que des flux financiers importants et des transferts militaires massifs exigent des structures administratives solides, des mécanismes de contrôle et une coordination régionale éprouvée. Sans ces garde-fous, l'afflux de ressources pourrait accentuer des fragilités existantes, comme la corruption, les rivalités internes ou les déséquilibres entre États. Le risque ne serait pas l'intention du pacte, mais l'écart entre l'ambition affichée et la capacité d'exécution réelle sur le terrain. La réponse développée dans le contenu source repose sur une logique comparative. Les promoteurs du pacte rappellent que les cadres antérieurs comportaient eux aussi des dépendances, souvent assorties de contraintes politiques explicites et de calendriers imposés de l'extérieur. Le nouvel alignement est présenté comme une tentative de renégociation des termes en privilégiant la rapidité d'exécution, la visibilité des engagements et la mutualisation continentale.
Dans ce cadre, la diversification des partenariats est vue non comme une fin, mais comme un levier pour rééquilibrer les rapports de force. Ibrahim Traoré est régulièrement mobilisé dans ce discours comme un exemple de cette posture assumée. Il ne s'agit pas de nier les risques, mais de les considérer comme gérables, à condition que les États africains conservent l'initiative stratégique et la capacité de dire non. L'argument central n'est donc pas que le pacte élimine toute dépendance, mais qu'il offre une marge de négociation plus large que par le passé. Au final, le débat ne se résume pas à un choix binaire entre indépendance et soumission. Il oppose deux lectures du risque, celle d'un statu quo jugé insatisfaisant et celle d'une transition rapide vers un nouvel équilibre encore incertain. Ce point médian ne concerne pas seulement les volumes d'armes livrés ou les montants financiers annoncés, mais le changement de cadrage stratégique qui s'opère. Jusqu'ici, le pacte pouvait être lu comme une addition d'accords militaires et économiques. À ce stade, il apparaît plutôt comme un mécanisme d'alignement politique où la coordination entre États africains devient un facteur aussi déterminant que le soutien russe ou chinois. Ce basculement modifie la lecture du rôle des dirigeants mis en avant. Ibrahim Traoré n'est plus seulement présenté comme un signataire parmi d'autres, mais comme l'un des visages d'une tentative de structuration collective. Le pacte fonctionne alors comme un révélateur. Il met en lumière une volonté partagée de parler d'une seule voix sur des enjeux de sécurité, de développement et de souveraineté, là où les initiatives restaient auparavant dispersées. Cette révélation intermédiaire éclaire aussi les réactions internationales. Si l'accord suscite des interrogations en Occident, ce n'est pas uniquement en raison de la présence russe ou chinoise, mais parce qu'il suggère une capacité accrue de coordination africaine. Le risque perçu ne tient pas seulement aux partenaires quotationnaires choisis, mais à l'émergence d'un acteur collectif plus cohérent, capable de négocier sur un pied différent. À partir de ce point, l'enjeu dépasse la réussite technique du pacte. Il devient politique, maintenir cette cohésion dans le temps, malgré les intérêts divergents et les pressions extérieures. Pour les États, la conséquence la plus immédiate réside dans l'élargissement de la marge de manœuvre stratégique. L'accès à des équipements de défense, à des formations militaires et à des financements annoncés comme rapides modifie la position de négociation vis-à-vis des partenaires traditionnels. Certains gouvernements y voient une capacité accrue à définir leurs priorités sécuritaires sans accepter de conditionnalités politiques explicites. En contrepartie, cette autonomie affichée implique une responsabilité plus forte dans la gestion des engagements pris et dans la coordination régionale nécessaire pour éviter des asymétries entre pays signataires. Du côté des entreprises, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et des matières premières, le pacte est présenté comme une ouverture. Les investissements annoncés dans les chemins de fer, les ports, les aéroports et les zones industrielles suggèrent un environnement plus favorable à la transformation locale des ressources. Cette perspective pourrait réduire la dépendance aux exportations brutes et stimuler des chaînes de valeur continentales. Toutefois, l'ampleur des projets annoncés suppose une capacité de planification et de gouvernance qui conditionnera la réalité des retombées économiques. Pour les citoyens, les effets attendus sont plus indirects mais potentiellement structurants. Une amélioration de la sécurité intérieure et des infrastructures de transport peut influencer l'accès à l'emploi, aux services et aux marchés locaux. Le récit met en avant l'idée que la souveraineté n'est pas une abstraction diplomatique, mais un levier susceptible de produire des bénéfices tangibles dans la vie quotidienne. Dans le même temps, ces promesses créent des attentes élevées, dont la déception pourrait accentuer les tensions sociales si les résultats tardent à se matérialiser. À l'échelle de la région, le pacte redessine les équilibres. Une Afrique plus coordonnée, soutenue par la Russie et la Chine,
devient un acteur plus visible dans les forums internationaux. Cette évolution peut renforcer la capacité collective à peser sur les débats de sécurité et de commerce. Elle peut aussi intensifier les rivalités géopolitiques, en plaçant certains pays au cœur de jeux d'influence plus complexes. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est souvent cité comme l'un des dirigeants qui assume cette exposition accrue, au nom d'un repositionnement stratégique assumé. Ces quatre niveaux d'impact montrent que le pacte ne produit pas un effet unique, mais une cascade de transformations imbriquées. Chacune ouvre des opportunités tout en générant de nouvelles contraintes, dont l'équilibre déterminera la portée réelle du basculement en cours. Dans un scénario de base, le pacte s'installe comme un cadre de coopération fonctionnelle, mais inégal. Les livraisons militaires et les premiers financements se poursuivent sans toutefois transformer immédiatement les capacités structurelles des États signataires. Les projets d'infrastructure avancent à des rythmes différents selon les contextes nationaux, et la coordination continentale progresse par ajustements successifs. Dans cette trajectoire, l'accord modifie les équilibres diplomatiques sans provoquer de rupture brutale, tout en maintenant une zone d'incertitude sur la durabilité des engagements. Dans un scénario optimiste, une montée en cohérence rapide se dessine. Les mécanismes de coordination régionale se renforcent, permettant une meilleure absorption des financements et une intégration progressive des transferts technologiques. Les formations militaires débouchent sur une amélioration perceptible de la sécurité intérieure, ce qui favorise les investissements productifs et la circulation des biens. Dans cette hypothèse, le pacte devient un levier de crédibilité collective, renforçant la capacité de négociation de l'Afrique face à l'ensemble des blocs internationaux. Des figures politiques mises en avant, comme Ibrahim Traoré, bénéficient alors d'un capital symbolique accru, associé à des résultats visibles. Dans un scénario pessimiste, les fragilités potentielles apparaissent. Des retards dans la mise en œuvre, des tensions internes ou des divergences d'intérêts entre États signataires peuvent affaiblir la dynamique collective. Les engagements financiers, bien que significatifs, se heurtent à des limites administratives ou à des conflits de priorités. Dans ce cas, le pacte risque d'être perçu comme une accumulation de promesses partiellement tenues, exposant les gouvernements à des critiques internes et à des pressions extérieures accrues. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. Elles coexistent comme des possibles conditionnels dépendant de facteurs politiques, institutionnels et géopolitiques. La clé de lecture proposée n'est donc pas de prédire un résultat unique, mais d'identifier les leviers qui orientent l'évolution. Si les États parviennent à maintenir la coordination et la transparence, le pacte peut consolider une autonomie accrue. À défaut, il peut accentuer les tensions qu'il cherchait précisément à dépasser. Pour les acteurs publics, ce tournant pose une question concrète de méthode. Comment transformer des engagements internationaux rapides en politiques de public lisibles, capables de produire des effets mesurables sans déséquilibrer les finances ni fragiliser les institutions? Le pacte oblige à repenser la planification, la transparence et l'évaluation, sous peine de voir la promesse de souveraineté se dissoudre dans la complexité administrative. Pour les acteurs économiques, le changement se traduit par des signaux mixtes. D'un côté, les annonces d'infrastructures et de soutien industriel suggèrent à ce que de nouvelles opportunités. De l'autre, l'incertitude géopolitique impose une lecture prudente des risques, notamment en matière de stabilité réglementaire et d'accès au marché. Le pacte invite ainsi à une stratégie graduelle, attentive aux évolutions institutionnelles, autant qu'au volume d'investissement annoncé. Pour les citoyens, l'impact est plus indirect mais décisif. La question n'est pas seulement celle des alliances, mais celle de leur traduction dans le quotidien: sécurité, emploi, mobilité, accès aux services.
Le récit du pacte crée des attentes élevées et ces attentes deviennent un paramètre politique à part entière. Une communication claire sur les délais, les priorités et les limites devient alors essentielle pour maintenir la confiance. À ce stade, l'invitation adressée au lecteur est simple. Observez moins les discours et davantage les mécanismes. Qui décide, qui exécute et comment les résultats sont-ils évalués? C'est dans ces détails, souvent moins visibles que les annonces spectaculaires, que se jouera la portée réelle de ce basculement. La première étape concerne la gouvernance. Les États signataires doivent clarifier qui pilote les projets issus du pacte, à quel niveau et avec quel mécanisme de contrôle. Sans structure décisionnelle identifiée, les engagements militaires et financiers risquent de se disperser. La mise en place de cadres communs de suivi appuyés par l'Union africaine est présentée comme une condition minimale pour transformer des annonces rapides en politiques cohérentes. La deuxième étape porte sur la capacité administrative. Absorber des financements importants et des transferts technologiques suppose des administrations capables de planifier, de coordonner et d'évaluer. Cela implique des calendriers réalistes, des indicateurs de performance clairs et une transparence suffisante pour limiter les dérives. Dans ce cadre, la formation ne concerne pas seulement les forces armées, mais aussi les équipes civiles chargées des infrastructures et du développement industriel. La troisième étape touche à la coordination régionale. Le pacte ne produit ses effets que si les États évitent une mise en concurrence interne. Harmoniser certaines priorités, mutualiser des projets d'infrastructure et partager des retours d'expérience deviennent des leviers essentiels pour maintenir une dynamique collective. Cette logique est régulièrement associée, dans le discours, à des figures politiques comme Ibrahim Traoré, présenté comme favorable à une approche concertée plutôt qu'isolée. Enfin, la quatrième étape relève de la gestion des équilibres extérieurs. Consolider de nouveaux partenariats avec la Russie et la Chine tout en maintenant des canaux de dialogue avec l'Occident exige une diplomatie active. Le pacte est alors conçu non comme une fermeture, mais comme un outil de négociation élargie, à condition que les États gardent l'initiative stratégique. Ces étapes dessinent une feuille de route pragmatique. Elles n'éliminent pas les risques, mais offrent des points d'appui concrets pour transformer un basculement géopolitique en trajectoire soutenable. Au fil de l'analyse, un motif revient discrètement, la notion de contrôle retrouvé. Ce n'est pas une idée abstraite, mais une image récurrente associée aux infrastructures, aux forces de sécurité et aux décisions économiques. Là où les trajectoires semblaient auparavant dictées par des calendriers extérieurs, le pacte est présenté comme une tentative de reprendre la main sur le tempo et les priorités. Cette continuité donne une cohérence émotionnelle à un ensemble d'actions souvent perçues comme techniques. Dans ce récit, Ibrahim Traoré incarne ce fil conducteur sans en être l'unique porteur. Son rôle symbolique tient moins à son pays qu'à sa posture. Assumer publiquement un choix stratégique avec ses bénéfices attendus et ses risques assumés. Cette attitude résonne avec l'idée plus large d'une Afrique qui cherche à transformer une série de contraintes historiques en leviers politiques collectifs. Le pacte devient alors un miroir des aspirations projetées sur lui. Le rappel des premiers impacts, des chiffres annoncés et des scénarios possibles renforce cette dimension émotionnelle. Chaque élément renvoie à une question simple mais structurante. Qui décide et dans quel cadre? C'est cette interrogation, plus que les livraisons ou les montants, qui confère au basculement sa charge symbolique. Le récit se referme ainsi sur une image de transition encore inachevée, mais déjà lourde de sens. Et pour conclure, une phrase s'impose: reprendre l'initiative change la trajectoire. À ce stade, le pacte russo-africain ne se résume ni à une victoire acquise,
ni à un piège évident. Il s'apparente plutôt à un test collectif où chaque choix futur pèsera davantage que l'annonce initiale. La question n'est plus seulement de savoir avec qui l'Afrique coopère, mais comment elle utilise cette coopération pour renforcer sa capacité de décision, de coordination et d'arbitrage dans un environnement mondial plus fragmenté. Pour les observateurs, le suivi de cette trajectoire demande un regard attentif aux signaux faibles. Les mécanismes de gouvernance, la transparence des projets, la gestion des équilibres diplomatiques compteront autant que les déclarations publiques. Des figures mises en avant, comme Ibrahim Traoré, resteront visibles, mais l'enjeu réel se jouera dans la continuité des choix collectifs plutôt que dans les symboles individuels. La réflexion reste donc ouverte. Ce basculement marque-t-il le début d'une autonomie durable ou une phase de transition vers un nouvel équilibre encore instable? La réponse dépendra moins des partenaires extérieurs que de la manière dont les États africains transformeront cette opportunité en capacité soutenable. À chacun d'observer, d'analyser et de questionner cette évolution, car elle redéfinit déjà les lignes du débat géopolitique contemporain.